Ma copine a annoncé son départ, me demandant de ne pas l'arrêter. J'ai accepté. Pendant qu'elle faisait ses valises, j'ai annulé ses cartes et changé les serrures. 2 jours plus tard, je l'ai retrouvée en larmes sur mon paillasson, me suppliant de la laisser revenir. Je suis Marc, 29H, ma petite amie, Léna, 27F. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et vivons ensemble depuis 1 an. Sur le papier, tout va bien. Pas de tromperie à ma connaissance. Pas de dispute dramatique, juste une tension constante. Le genre qui transparaît dans le ton de la voix, les yeux au ciel, la façon dont chaque désaccord se termine toujours par mes excuses, même quand je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Léna a toujours eu la langue bien pendue, mais elle appelle ça être honnête. Si j'oublie de remplacer le papier absorbant, je suis incompétent. Si je lui demande de me prévenir quand elle sera en retard, je suis possessif. Si je reste silencieux, je fais la tête. J'ai appris très tôt que la paix venait en laissant les choses passer. Vendredi soir dernier, elle est rentrée déjà irritée, a jeté son sac sur le comptoir, a retiré ses chaussures à coups de pied, a soupiré comme si j'avais personnellement gâché sa journée. J'ai demandé comment s'était passé le travail. Elle a rétorqué qu'elle ne voulait pas en parler. 5 minutes plus tard, elle m'a accusé de ne pas m'en soucier parce que j'avais cessé de demander. C'est toujours comme ça. Puis, de nulle part, elle l'a dit calmement, platement, comme répété, je déménage ce soir. N'essaie pas de m'arrêter. Elle est restée là, attendant, les bras croisés, le menton levé. Ce n'était pas une discussion. C'était une performance. Je pouvais dire qu'elle s'attendait à ce que je négocie. Des promesses, peut-être de la panique. J'ai ressenti quelque chose d'étrange à la place. Un soulagement. Comme si le bruit dans ma tête s'était enfin éteint. J'ai juste dit, d'accord. Ses sourcils ont tressauté juste une seconde. Elle a ri comme si j'avais manqué une réplique. Waouh. C'est tout. Typique. Elle est allée dans la chambre et a commencé à tirer les tiroirs, marmonnant sous son souffle qu'elle faisait tout et que je ne prenais jamais mes responsabilités. Je me suis assis sur le canapé, écoutant les cintres gratter les tringles métalliques, pensant à toutes les fois où elle avait menacé de partir auparavant. Elle ne le pensait jamais. Cette fois, c'était différent. Quand elle est sortie avec 2 valises, elle ne m'a pas regardé. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. J'ai attendu que sa voiture s'éloigne avant de me lever. C'est là que j'ai pris ma première décision. Je n'ai rien fait de dramatique tout de suite. Pas de nettoyage frénétique, pas de message à ses amis. Je suis juste resté là, dans le salon, à regarder la marque que sa valise avait laissée dans le mur près de la porte. J'ai alors réalisé à quel point l'endroit était silencieux sans ses commentaires qui remplissaient chaque recoin. J'ai vérifié mon téléphone, pas de message. Cela m'a agacé plus que ça n'aurait dû. Normalement, même quand elle partait, elle envoyait un SMS dans l'heure. Quelque chose de passif-agressif comme « Je n'arrive pas à croire que tu n'aies même pas essayé » ou « Ça en dit long sur toi ». Rien cette fois. Je suis entré dans la chambre et j'ai remarqué ce qu'elle avait pris et ce qu'elle n'avait pas pris. Ses vêtements avaient disparu, évidemment. Maquillage, ordinateur portable, le sèche-cheveux coûteux dont elle me rappelait toujours qu'elle l'avait payé. Mais elle avait laissé les choses auxquelles elle ne pensait pas, les affaires communes, les comptes de streaming, l'application de livraison d'épicerie, les cartes de crédit que nous utilisions pour les dépenses ménagères, tout à mon nom. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ri sous mon souffle. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Léna aimait avoir l'avantage. Elle aimait être celle qui partait en sachant qu'elle pouvait toujours revenir quand ça lui convenait. Emprunter la voiture, utiliser les cartes, juste le temps de s'installer. Elle l'avait déjà fait avec son ex. Selon des histoires qu'elle racontait comme des médailles de guerre. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Léna, ne touche pas à mes affaires. Je reviendrai pour le reste demain. Ni, tu vas bien? Ni, on peut parler? Juste un ordre. J'ai fixé le message pendant longtemps avant de répondre. Moi, d'accord. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Léna, waouh, tu ne t'en soucies vraiment pas du tout, n'est-ce pas? J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre terre. C'est là que la deuxième décision a été prise.
Non pas par colère, mais par lucidité. J'ai ouvert mon application bancaire. Toutes les cartes partagées étaient là, toutes actives, toutes à un clic de ne plus l'être. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait traité d'égoïste en dépensant mon argent. Toutes les fois où elle avait dit, tu ne serais rien sans moi pour te pousser. À minuit 37, les cartes étaient gelées. À minuit 52, j'étais au téléphone avec un serrurier pour planifier un reverrouillage pour le matin. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne savais pas encore à quel point elle allait dégringoler quand elle réaliserait que je voulais dire « d'accord ». Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Cet appel manquait, tous de Léna. Je n'ai pas répondu. Je suis resté allongé à regarder le plafond, écoutant le silence inconnu, laissant le téléphone vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a recommencé. Un SMS cette fois. Léna, pourquoi mes cartes sont-elles refusées? Léna, tu les as sérieusement annulées? Léna, c'est puéril, Marc. Léna, réponds-moi. Je me suis retourné et j'ai vérifié l'heure. 8h14. Elle avait probablement essayé d'acheter du café ou de l'essence. La pensée ne m'a pas fait me sentir coupable. Elle m'a fait me sentir fini. Le serrurier est arrivé à 9h. Un homme d'âge moyen, poli, qui ne posait pas de questions. Je suis resté là pendant qu'il changeait les serrures, regardant les vieilles clés s'amonceler dans sa paume. Chaque cliquetis métallique semblait définitif d'une manière que je n'avais pas anticipée. Quand il est parti, j'ai envoyé un SMS à Léna une fois. Moi, tu as dit que tu déménageais. Je t'ai pris au mot. La réponse est venue instantanément. Léna, tu te moques de moi? Tu m'as enfermé dehors. Léna, j'étais émotive. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Voilà, la réécriture. La partie où j'étais censé m'excuser de l'avoir cru. Elle est venue cet après-midi-là quand même. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre, garée de travers comme si elle était déjà en colère. Elle a marché jusqu'à la porte et a essayé sa clé une fois, 2 fois. Puis elle a commencé à frapper. Pas un coup poli. Le genre destiné à attirer l'attention. Marc, a-t-elle crié. Ouvre la porte. C'est insensé. Je n'ai pas ouvert. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Léna, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, tu le regretteras. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur battant, surpris par le calme que je ressentais. Pas puissant, pas suffisant, juste stable. Moi, tu m'as dit de ne pas essayer de t'arrêter. Il y a eu une pause. Plus longue cette fois. Alors, tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai enduré? J'ai failli rire. Presque. Elle est restée dehors pendant 10 minutes, puis 20. Ses coups ont adouci, se sont transformés en supplications. Elle a envoyé des SMS expliquant à quel point c'était injuste, qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle n'avait juste besoin que de quelques jours. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle est partie. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des limites fixées trop tard, mais enfin fixées. Et elle n'était pas habituée aux portes qui restaient closes. Le deuxième jour a été pire pour elle. Je le sais parce qu'elle a fait en sorte que je le sache. Cela a commencé par des messages vocaux. Pas encore du genre hurlant. Ceux-là sont venus plus tard, mais des messages plaintifs et théâtraux. Ceux où elle renifle juste assez pour que cela s'entende. Marc, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, a-t-elle dit dans l'un d'eux. Je pensais que tu m'aimais. Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais me souvenir à quel point elle pouvait facilement changer de rôle. De méchante à victime en moins de 24 heures. À midi, le ton a changé. Tu n'as pas le droit de faire ça légalement, a-t-elle dit dans un autre message, soudain très confiante pour quelqu'un qui n'avait jamais lu de bail. Tu es abusif. Tu contrôles mon accès à mes propres affaires. Ses propres affaires. Les cartes étaient à mon nom. Le bail était à mon nom. Les serrures étaient sur ma porte. Elle savait tout ça. Elle n'avait juste jamais pensé que cela aurait de l'importance. Vers 15h, elle m'a envoyé une capture d'écran. Son solde bancaire était presque à 0. Léna,
tu es content maintenant. J'ai fixé l'écran un long moment. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait dit que l'argent n'était pas un gros problème quand c'était le mien et une énorme source d'anxiété quand c'était le sien. Moi, tu as dit que tu partais. Je ne t'ai pas arrêté. Cela l'a fait basculer. Elle m'a accusé d'avoir planifié cela, d'avoir attendu une chance de la piéger. Elle m'a traité de froid, de manipulateur, d'émotionnellement sous-développé. Elle m'a dit que personne d'autre ne me supporterait. Des classiques. Je les avais déjà tous entendus. Généralement murmurés à mon oreille après qu'elle ait dépassé les bornes. Puis est venu le message qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Léna, ouvre juste la porte. Je reviendrai. On va réinitialiser. Pas s'excuser, pas parler. Réinitialiser. Comme un jeu où elle voulait juste recharger une sauvegarde avant que les conséquences n'existent. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, mangeant des plats à emporter directement du récipient, réalisant quelque chose d'inconfortable. Je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais plus léger, comme si quelqu'un avait enfin arrêté d'appuyer sur ma poitrine. 2 jours après son départ, il y a eu de nouveau un coup à la porte, plus doux cette fois. Quand j'ai regardé par le Judas, Léna était assise sur le sol du couloir. Maquillage étalé, yeux rouges, téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Elle ne criait plus maintenant. Elle pleurait, et elle était sur le point de demander à rentrer à la maison. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je suis resté là, la main sur la poignée, l'écoutant respirer de l'autre côté. C'était irrégulier, exagéré, le genre de pleurs qu'elle utilisait quand elle voulait que quelqu'un intervienne. Je l'avais déjà vue dans des restaurants, à des fêtes, une fois devant mes amis quand je ne l'avais pas soutenue assez vite. Marc, a-t-elle dit doucement, comme si nous partagions un secret. S'il te plaît. J'ai ouvert la porte juste assez pour la regarder. Elle avait l'air abattue, sans veste, les cheveux tirés en arrière comme si elle avait abandonné à mi-chemin. L'écran de son téléphone était fissuré, une toile d'araignée due à une chute. Elle l'avait probablement imputé à quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée assise, me regardant d'en bas comme si cet angle ferait le travail pour elle. J'ai juste besoin d'entrer, a-t-elle dit. Je n'ai nulle part ailleurs. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Je ne me suis pas écarté. Tu as déménagé, ai-je dit. Son visage s'est tendu pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le lisse. J'étais émotive. Tu sais comment je suis. Tu étais censé m'arrêter. C'était encore là. L'attente, comme si mon rôle avait toujours été d'absorber tout ce qu'elle jetait et de tout maintenir ensemble pendant qu'elle incendiait tout. Elle a tendu la main vers ma jambe. J'ai reculé. Non, ai-je dit. Cela a brisé quelque chose en elle. Les larmes ont séché instantanément. Alors c'est ça, a-t-elle dit, debout maintenant. Tu vas juste me jeter? Je n'ai pas élevé la voix. Tu es parti. Elle a ri, un rire perçant et amer. Tu te prends vraiment pour un héros, là? Annuler des cartes, changer les serrures. Tu sais à quel point c'était humiliant? J'ai hoché la tête. Tu m'as dit de ne pas t'arrêter. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Pas blessée, pas triste, mais calculatrice. Laisse-moi rester quelques nuits, a-t-elle dit. Juste le temps de trouver mes marques. Tu me dois ça. J'ai ressenti ça à ce moment-là. Le moment où quelque chose s'est complètement détaché. Pas de colère, pas de culpabilité, juste de la clarté. Je ne te dois pas l'accès, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. Ses yeux se sont remplis à nouveau. Mais cette fois, ça n'a pas atteint sa voix. Tu vas le regretter, a-t-elle dit doucement. Quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai pensé au silence, à la paix, au fait de dormir toute la nuit. Je sais déjà ce que j'ai perdu, ai-je dit. Elle est restée là un long moment, attendant que je craque. Je ne l'ai pas fait. Quand j'ai fermé la porte, elle n'a plus frappé. Mais je savais qu'elle n'avait pas fini. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. Au lieu de cela, les messages ont recommencé vers minuit. Plus long cette fois. Des paragraphes, des captures d'écran, des notes vocales que je n'ai pas ouvertes.
Elle oscillait entre colère et nostalgie comme si elle feuilletait une playlist qu'elle pensait me ramener. Léna, je suis resté chez une amie qui n'a même pas de canapé. Léna, j'espère que tu es content de dormir confortablement pendant que je suis traité comme une ordure. Léna, est-ce que je te manque au moins? Je n'ai pas répondu. Ce silence l'a clairement plus dérangé que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Le lendemain matin, elle a essayé un angle différent. Doux, réfléchi, dangereux. Léna, j'ai réfléchi à mon comportement. Je n'ai pas toujours été juste avec toi, Léna. Je peux y travailler. On peut faire de la thérapie. Je changerai. J'ai fixé ce message pendant longtemps. Non pas parce que j'y croyais, mais parce qu'une version de moi d'il y a 6 mois aurait capitulé immédiatement. Ce type aurait dit, d'accord, essayons, et aurait porté le fardeau seul à nouveau. Au lieu de ça, je n'ai rien tapé. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avant de pouvoir m'arrêter. C'était sa sœur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste sauté directement sur le sujet. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille une seconde, puis je l'ai remis. Bonjour à toi aussi. Elle pleure sans arrêt, a claqué sa sœur. Tu l'as coupée sans prévenir. C'est cruel. J'ai gardé ma voix calme. Elle a déménagé. Elle m'a dit de ne pas l'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu devais faire tout ça, a-t-elle dit. Annuler les cartes, changer les serrures. Qui fait ça? Quelqu'un à qui on a dit que c'était fini, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis, plus doucement. Elle ne pensait pas que tu la laisserais vraiment partir. Cette phrase est restée entre nous. Je l'ai fait, ai-je dit. Sa sœur a raccroché sans un mot de plus. Cet après-midi-là, j'ai mis en carton le reste des affaires de Léna. Pas par dépit, mais pour tourner la page. J'ai tout étiqueté soigneusement. Vêtements, chaussures, bric-à-brac qu'elle m'avait accusé d'avoir perdu au fil des ans. J'ai empilé les cartons près de la porte. Je lui ai envoyé un SMS une fois. Moi, tes affaires sont emballées. Tu peux venir les chercher ce week-end. Je les laisserai dehors. Elle a répondu presque instantanément. Léna, alors c'est ça. Après 2 ans. J'ai regardé autour de l'appartement. Calme, silencieux. Le mien. Moi, c'est toi qui as pris cette décision. J'ai juste respecté tes mots. Elle n'a pas répondu par SMS après cela. Mais je savais que l'histoire qu'elle allait raconter à tout le monde ne ressemblerait pas du tout à ça. J'ai découvert quelle histoire elle racontait aux gens sans même demander. Un ami commun m'a envoyé un SMS ce soir-là. Court, prudent. Le genre de message que les gens envoient quand ils essaient de ne pas prendre parti. Salut mec, ça va? Léna a dit que tu l'avais enfermée et coupée financièrement sans prévenir. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps, sans prévenir. J'ai tapé, effacé, retapé. Puis j'ai envoyé la version la plus simple de la vérité. Elle m'a dit qu'elle déménageait et de ne pas l'arrêter. Je l'ai cru. 3 points sont apparus, ont disparu. Puis, oh. Ce seul mot semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions eue en 2 ans. Le lendemain, d'autres messages sont arrivés. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Des gens qui prenaient juste des nouvelles. Pas d'accusation, juste de la curiosité. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas râlé. J'ai répondu calmement, de manière cohérente. Les mêmes faits, le même ton. Quelque chose d'intéressant s'est produit. Le récit a cessé de se répandre. Le vendredi soir, Léna a de nouveau envoyé un SMS. Une énergie différente cette fois. Pas de colère, pas de larmes. Froide. Léna, je n'arrive pas à croire que tu laisses les gens penser que je suis la méchante. J'ai soupiré, non pas parce que je me sentais mal, mais parce que c'était la partie où elle réalisait enfin qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Moi, je n'ai dit à personne rien qui ne soit pas vrai. Elle a attendu près d'1 heure avant de répondre. Léna, tu es vraiment d'accord pour ne plus jamais me revoir? Cette question me terrifiait autrefois. J'imaginais son absence comme un trou dans le monde. Maintenant, cela me semblait juste hypothétique. Moi, tu es déjà parti.
Ce fut le dernier message que je lui ai envoyé. Le samedi matin, j'ai transporté ces cartons dehors, les ai alignés soigneusement près de la porte comme promis. Je n'ai pas traîné. Je suis allé faire une longue promenade, j'ai pris un café, je me suis assis au parc plus longtemps que nécessaire. Quand je suis revenu, les cartons avaient disparu. Son numéro de mon téléphone aussi. Pas d'adieu, pas d'excuses, pas de message final dramatique, juste le silence. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, le silence me semblait honnête. Je ne sais pas ce qu'elle raconte aux gens maintenant. Je m'en fiche vraiment. Tout ce que je sais, c'est ceci, quand quelqu'un dit qu'il part et vous met au défi de ne pas l'arrêter, parfois la chose la plus saine à faire est de le croire. J'ai cru que ce serait la fin. C'est le mensonge que les gens se racontent quand les choses se calment enfin. 3 jours se sont écoulés. Pas de message, pas d'appel, pas d'apparition surprise. J'ai commencé à m'habituer à des routines qui étaient réellement les miennes, à aller à la salle de sport quand je voulais, à cuisiner sans commentaire, à laisser la vaisselle dans l'évier sans qu'un procès ne s'y rattache. L'appartement a cessé de ressembler à un espace partagé et a commencé à ressembler à un foyer. Puis, mardi soir, vers 21h, il y a eu un autre coup. Pas frénétique, pas doux, mais confiant. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac se serrer. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je reconnaissais la tactique. Léna se tenait là avec sa mère. Sa mère avait ce sourire serré que les adultes utilisent quand ils sont sur le point de gronder l'enfant de quelqu'un d'autre. Bras croisés, menton levé. Léna se tenait légèrement derrière elle, les yeux rouges, l'expression soigneusement neutre, comme si ce n'était pas son idée, mais c'en était absolument une. J'ai ouvert la porte à moitié. Sa mère a parlé la première. Marc, ça a assez duré. Je ne les ai pas invités à entrer. Tu l'as embarrassée, a-t-elle continué. Tu l'as laissée sans rien. Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent les conflits. J'ai hoché la tête lentement. Elle a déménagé. Léna a finalement parlé. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. C'était encore là. Cette attente que mon rôle était d'absorber les dommages, pas d'y répondre. Sa mère a soupiré dramatiquement. Les relations ont des disputes. On ne punit pas quelqu'un d'être émotif. Je n'ai puni personne, ai-je dit. J'ai respecté ce qu'elle a dit. La mâchoire de Léna s'est serrée. Tu agis comme si tu étais la victime. Cette phrase avait l'habitude de me couper le souffle. Cette fois, elle sonnait juste fatiguée. Je ne suis pas une victime, ai-je dit. J'en ai juste assez. Sa mère s'est approchée. Alors, tu vas vraiment jeter 2 ans parce que tu n'as pas pu être la personne la plus mature? J'ai rencontré les yeux de Léna. Elle avait l'air incertaine, pas en colère, pas triste, incertaine, comme si cela ne se déroulait pas comme elle l'avait répété. J'ai été la personne la plus mature pendant 2 ans, ai-je dit. Je choisis autre chose maintenant. Silence. Sa mère a ricané. Tu le regretteras, peut-être. Mais en restant là, campé sur mes positions sans trembler, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois, je n'avais pas peur qu'elle parte. J'avais peur de la laisser revenir. Elles sont parties après cela. Pas de claquement, pas d'insulte finale, juste une déception épaisse dans le couloir comme un parfum. J'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour laisser l'adrénaline s'évacuer. Défendre ses propres droits après des années à ne pas le faire semble contre nature. Comme utiliser un muscle que l'on avait oublié d'exister. 1 heure plus tard, Léna m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Je ne pensais pas que tu dresserais ma propre mère contre moi. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. Je suppose que je ne te connaissais vraiment pas. Celui-là m'a presque fait rire. Presque. Parce que la vérité était plus simple et plus dure à la fois. Elle savait exactement qui j'étais. Elle comptait juste sur le fait que je resterais ainsi. Cette nuit-là, je me suis finalement permis de rejouer la relation sans l'édulcorer pour qu'elle soit plus douce qu'elle ne le méritait. La façon dont chaque dispute se terminait par moi qui m'expliquais pendant qu'elle croisait les bras. La façon dont les blagues sur mon inutilité tombaient à pic chaque fois que je réussissais quelque chose. La façon dont elle ne menaçait de partir que lorsqu'elle voulait reprendre le contrôle.
Je le voyais clairement maintenant. Son déménagement n'était pas une rupture pour elle. C'était un jeu de pouvoir. Un bluff qu'elle avait déjà utilisé, juste plus bruyamment cette fois. Elle ne s'attendait pas à ce que je relève le défi. Le lendemain matin, j'ai changé quelques autres choses. Mis à jour les mots de passe. Supprimé son email des comptes partagés. Non pas par dépit, mais pour tourner la page. Chaque petite tâche me donnait l'impression de récupérer de l'espace dans ma propre tête. Vers midi, un dernier message est arrivé. Léna, si tu ouvres la porte maintenant, on peut encore arranger ça. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai supprimé la conversation. Pas bloqué. Pas dramatique, juste disparu. Cet après-midi-là, je me suis assis sur mon balcon, regardant la ville bouger sans moi. Des voitures passaient, des gens se disputaient, des gens riaient, la vie continuait sans commentaire. C'est là que j'ai compris. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'aimait. Elle pleurait parce que la porte ne s'était pas ouverte quand elle s'y attendait. Et une fois que vous voyez cette différence, vous ne pouvez plus l'oublier. Cela fait quelques semaines maintenant. Pas de messages surprise, pas d'amis qui prennent des nouvelles, pas de réapparition dramatique, juste de l'espace. Un vrai espace, celui qui vous permet de réentendre vos propres pensées. Je ne ferai pas semblant que ce fut indolore. Il y a eu des moments, généralement tard le soir, où le chaos m'a presque manqué. Lorsque votre système nerveux s'habitue à une tension constante, le calme peut sembler étrange au début. Vide, comme si vous attendiez que quelque chose de mauvais se produise. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, de petites choses ont recommencé à faire du bien. Faire des projets sans demander la permission, dire non sans se préparer aux représailles. Réaliser que je n'étais pas réellement étourdi, paresseux ou égoïste. Je vivais juste avec quelqu'un qui avait besoin que je sois plus petit pour se sentir plus grande. La dernière fois que j'ai entendu parler, Léna est retournée vivre temporairement chez sa mère. J'ai entendu dire qu'elle racontait aux gens que je l'avais abandonnée, que j'étais devenu froid du jour au lendemain, qu'elle ne l'avait jamais vu venir. Je la crois. Les gens comme ça ne le voient jamais. Voici la raison pour laquelle je publie ceci, car j'aurais aimé que quelqu'un me le dise plus tôt. Quand quelqu'un dit « je pars », ne m'arrête pas, il ne demande pas d'espace. Il demande une preuve de contrôle. Il s'attend à des supplications, à être poursuivi, à être rassuré. Il s'attend à ce que vous jouiez un rôle. Et quand vous ne le faites pas, quand vous dites simplement « d'accord », il ne voit pas de force. Il voit de la trahison. Mais ce n'est pas de la trahison. C'est du respect pour ses paroles, pour soi-même. Elle se tenait sur mon paillasson en pleurant. Non pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que pour la première fois de sa vie, une porte est restée fermée quand elle a frappé. Et je ne me suis pas senti cruel. Je me suis senti libre. Résumé, ma petite amie a menacé de partir pour me contrôler. Je l'ai laissé faire. Il s'avère que dès que vous cessez de jouer votre rôle assigné, toute la dynamique s'effondre. Parfois, la réponse la plus calme est celle qui met fin à tout et vous sauve. Au revoir.